Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, on vous présente un rôle modèle. Il est neuroscientifique, entrepreneur et pionnier de l'intelligence artificielle. Vous allez le voir, à la croisée des sciences cognitives et de la technologie, il explore les possibilités de l'IA pour résoudre les problèmes complexes et faire avancer surtout la compréhension de l'intelligence humaine. On découvre son portrait dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech, Alexandre Azria est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver, quelle va être votre chronique aujourd'hui? On parlera de Waymo, une entreprise dans le monde des voitures autonomes. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Elle est fraîchement élue à la tête d'EdTech France, l'association qui regroupe les acteurs majeurs du numérique éducatif en France. Ça devient incontournable pour l'enseignement, la formation. Elle va nous parler aussi de ses priorités. Elle s'appelle Aude Guénaud et vous la connaissez bien. Bienvenue, bienvenue parce que vous êtes là régulièrement. On est ravis de vous recevoir. Aude, on ne vous présente plus, mais vous êtes bien sûr la fondatrice de Plume. On va en parler de ce titre, tout ça dans un instant, juste après le focus. C'est l'un des nouveaux lauréats du prix Nobel de chimie 2024. Grand amateur d'échecs, mais également de jeux vidéo. Il est à l'origine de DeepMind, une entreprise appartenant maintenant à Google. Il s'appelle Demis Habbassis et il compte aujourd'hui parmi les pairs de l'intelligence artificielle. Il est notre focus du jour, signé aujourd'hui Dylan Kohler. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry to Demis Hassabis and John Jumper, Google DeepMind, United Kingdom, for protein structure prediction. Il est l'un des 3 prix Nobel de chimie 2024, focus aujourd'hui sur le Britannique Demis Hassabis. Né à Londres d'un père grec chypriote et d'une mère singapourienne, il est l'un des pionniers en matière d'intelligence artificielle. Passionné depuis tout jeune par le jeu d'échecs, il se distingue parmi les meilleurs joueurs mondiaux de sa catégorie à l'âge de 13 ans seulement. Dans son adolescence, il ira même jusqu'à remporter 5 fois le Pentamind, championnat reconnu mêlant divers jeux de société. Doté d'un fort intérêt pour les processus de pensée et l'imagination humaine, il suit des études de neurosciences à l'University College de Londres. Il commence sa carrière dans le jeu vidéo alors qu'il est encore étudiant, en travaillant pour le studio de production Bullfrog, avant de fonder son propre studio, Elixir. Il voit entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain des similitudes à explorer, et après son doctorat, il cofonde DeepMind. L'entreprise, spécialisée dans l'utilisation de l'IA, est rachetée par Google en 2016. La même année, DeepMind fait alors sensation quand son programme AlphaZero vient à bout du champion du monde du jeu de Go. Depuis quelques années maintenant, c'est le domaine de la chimie sur lequel se concentre Demis Hassabis. Épaulé par son collègue John Jumper, également lauréat, leur programme d'IA, dit AlphaFold, a permis de prédire virtuellement toutes les structures possibles des protéines. Une avancée majeure qui se voit récompensée début octobre 2024. Récompense qui ne pourra que le motiver davantage dans la poursuite de ses recherches, lui pour qui l'IA se veut déjà être la technologie la plus bénéfique à l'humanité. Voilà pour ce portrait de Demis Hassabis et non Habbassis. Allez, on va parler d'autre chose maintenant. La nouvelle présidente de l'association EdTech France qui vient nous parler de ses ambitions pour renforcer la place du numérique dans l'éducation, pour renforcer aussi la promotion des entreprises françaises du secteur et puis pour évoquer, vous allez le voir, les défis à relever pour mieux intégrer la technologie au service de l'éducation et de la formation. Quel avenir donc pour les startups du secteur EdTech dans les prochaines années? On en parle avec elle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc elle est avec nous aujourd'hui en plateau et c'est un plaisir de la recevoir. Aude Guénaud, nouvelle présidente d'EdTech France. Félicitations. Merci. C'est chouette, c'est très chouette. Nouvelle nomination donc à la présidence d'EdTech France. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous succédez donc à Yannick Grafnel. Absolument, j'en suis très heureuse puisque je suis rentrée chez EdTech France il y a 2 ans. Sous l'impulsion de Anne-Charlotte Monneray et Plume était alors vraiment une jeune pousse. Donc je vois dans l'association un tremplin vraiment pour la structuration des startups comme ça a été le cas pour Plume. Donc je suis très heureuse. Oui, bon alors qu'est-ce qui vous attend là au cours des prochains mois, des prochaines années? Déjà, c'est un mandat qui dure combien de temps? Alors c'est un mandat de 2 ans. Il y en a des choses à faire en 2 ans. C'est quoi vos priorités, Aude? Alors les priorités, donc ça fait suite en fait déjà à 2 ans de travail puisque j'étais vice-présidente sur les sujets du scolaire et du financement et de l'international. Donc l'idée c'est quand même de poursuivre le travail qui a été engagé sur les sujets notamment de structuration de l'association puisqu'on est passé de
1 salarié à 3, donc c'est quand même conséquent. Ça accompagne le fait qu'on a de plus en plus de membres et surtout qu'il y a une structuration du secteur. Il faut savoir que la EdTech, ça représente 1,6 milliard. Vraiment, c'est un secteur en pointe qui travaille énormément sur les sujets de R&D. C'est un sujet qui est vraiment fondamental en fait pour se saisir en fait des enjeux aussi de citoyenneté, mais climatiques, etc., puisque c'est la pierre angulaire en fait de notre société, l'éducation. Donc on en a vraiment besoin. On a aussi des sujets en fait de financement qui vont être très importants. On le voit là avec la loi de finances qui est en train d'être négociée. Donc ça va être un sujet important. Et puis tous les sujets autour de l'impact pour travailler et expliquer en fait que les écrans, eh bien, ça n'est pas la EdTech. La EdTech, c'est justement la structuration des apprentissages. Peut-être redéfinir effectivement les contours de ce que c'est que la EdTech en France. Ça va faire partie de votre job et de vos missions au cours des prochaines semaines. C'est un secteur qui se porte bien aujourd'hui, l'EdTech en France? Eh bien, c'est un secteur qui se porte bien puisque, en effet, on a en tête de pont, on a des entreprises très structurées. Il faut se rendre compte que on a des entreprises qui pèsent 1 milliard. En fait, il y en a une vingtaine. Ensuite, on a des sociétés entre 5 et 20 millions qui sont très structurées. Et puis, on a nos jeunes pousses qui sont souvent des pépites entrepreneuriales avec des dynamiques R&D très fortes. Et donc, notre enjeu, c'est de permettre à ces pépites, en fait, de passer le cap et de devenir des entreprises structurées. Donc, c'est un secteur qui se porte bien, mais qui a besoin d'être structuré et accompagné par l'État. Et ça, justement, effectivement, parce que vous parlez de l'État, on imagine que vos échanges avec le gouvernement vont être absolument essentiels. Est-ce que vous n'avez pas trop peur pour l'instant? Et vous l'avez vécu quelque part en tant que fondatrice de cette application, de cette solution Plume, des changements réguliers de ministres de l'Éducation? Oui, en effet. Alors, il y a le sujet du changement des ministres, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est la pérennité des plans. Par exemple, le P2IA, le plan pour l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Oui. Ça, ce sont des marchés qui nous intéressent hautement parce qu'en fait, ils permettent de structurer des innovations, mais surtout de pérenniser les usages. Oui. Nous, on travaille vraiment pour que les enseignants aient une liberté pédagogique et puissent se saisir des solutions dont ils ont besoin. L'idée, c'est pas d'outiller les enseignants avec des choses qui ne servent pas en fait leurs propos. On veut que les utilisateurs soient au cœur des dispositifs et que le ministère puisse appuyer cela. Donc ça fait partie des grands sujets et autres qui agitent aujourd'hui la communauté en ce moment? Oui, tout à fait. Nos 3 sujets, c'est en 1, l'impact, c'est-à-dire démontrer la pertinence et l'impact de nos solutions. C'est déjà le cas puisqu'on a des solutions qui sont référencées par le CNRS, INRIA, etc. et qui ont montré que leur utilisation permet en fait de donner de meilleures chances à l'égalité de nos élèves, donc l'impact. Et ça permet en fait d'expliquer à quel point le numérique éducatif, ça n'est pas les écrans. Donc ça, c'est très important. Le deuxième sujet, c'est la structuration du marché pour toutes les verticales de l'écosystème, puisque nous, on travaille à la fois avec le scolaire, mais aussi le supérieur et la formation pro. Et le troisième sujet, c'est le renforcement de l'influence de l'association avec le rapprochement d'autres acteurs associatifs pour avoir un discours unifié et fort auprès de nos interlocuteurs. Cet échange-là avec les autres acteurs, il n'avait pas vraiment lieu avant votre Si, il avait tout à fait lieu, mais je pense qu'il faut officialiser les choses et montrer qu'on a une voix forte et unique pour justement se faire entendre auprès de nos interlocuteurs, que ce soit le ministère, mais aussi à l'international, pour montrer que notre filière, elle est solide. La France est reconnue, en fait, pour la force et la pertinence de sa recherche. Donc ça, il faut vraiment qu'on le fasse savoir. On a des dispositifs aujourd'hui exceptionnels qui nous font briller et on a besoin d'aller à l'international pour le montrer. Toutes les startups qui viennent ici dans l'émission sur le plateau de l'École du Futur, qui sont en tout cas des startups plutôt du secteur du K-12, de l'enseignement primaire, secondaire, etc., pas le supérieur, nous disent en fait cette filière, elle se porte bien, mais à partir du moment où on parle des établissements supérieurs ou des solutions au service du supérieur. Est-ce que vous me parliez effectivement de cette notion d'impact. Votre impact à vous va peut-être aussi, parce que vous travaillez sur ce domaine avec Plume, des jeunes enfants, de pouvoir quelque part révolutionner le secteur et peut-être l'apport en financement de ces startups qui travaillent auprès des plus petits pour attirer les financements là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une filière qui parle aux plus petits parce qu'un temps structuré
éducatif autour de l'écran, c'est ce qui fera la différence. C'est pas dans les familles, malheureusement, qu'il y a ces temps d'apprentissage éducatif, parce que, évidemment, toutes les familles sont différentes. Et le sujet de l'égalité et de l'éducation aux écrans est un sujet majeur et sociétal dont on doit saisir. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, le scolaire doit se structurer fortement pour permettre à tous nos élèves d'avoir une sensibilisation, une culture du numérique qui soit solide et qui leur donne les mêmes chances que les autres, en fait. Et d'ailleurs, vous en parlez dans votre message sur LinkedIn, dans lequel vous annoncez votre nomination. Vous évoquez la volonté de promouvoir la contribution du numérique sur les sujets d'éducation et de la formation, et ce, tout au long de la vie. Il y a aussi, et c'est vrai, vous en parlez d'ailleurs, une vraie polarisation autour des écrans chez les enfants et les jeunes. Comment vous comptez justement aborder ce sujet qui est crucial, très sensible? On a reçu à la fin de la saison dernière Grégoire Borst, Axel Dessein, qui ont fait partie de la commission des écrans, etc. Aborder ce sujet auprès du gouvernement et des autres autour de l'éducation numérique. Aujourd'hui, elle est indéniable, elle est là, elle existe. Tout à fait. Mais elle est aussi porteuse de débats. En fait, on est dans une société qui est digitalisée et l'école ne peut pas faire comme si ça n'était pas le cas. D'autant que l'école n'est pas en capacité de donner les compétences de demain, en fait, à nos élèves. Donc la seule solution, c'est d'outiller les élèves à apprendre tout au long de la vie, à être résilients, à être en capacité de se former, à distinguer les bonnes et les mauvaises façons de se former, etc. Donc la solution, c'est vraiment la mise en place d'une culture du numérique qui soit solide et étayée, et surtout des formations à l'égard de nos enseignants qui soient en capacité de travailler avec les outils dont ils ont besoin. Qui pourraient être faites, ces formations, grâce ou avec ces acteurs du monde de la tech? Oui, tout à fait. Moi, je crois que la posture de l'enseignant, enseigner avec le numérique, ça fait entièrement partie des marchés qu'il faut porter pour permettre aux enseignants de se saisir des usages numériques et accompagner les élèves. Il n'y aura pas d'outillage et de bonne culture du numérique sans les enseignants. Ils sont absolument important à embarquer avec nous sur ces sujets. Mais justement, ce sujet, Aude, je vous propose de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Everything sucks. Just kidding, everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, la nouvelle présidente d'EdTech France et la fondatrice de Plume, Aude Guénaud. Mais juste avant, Aude, de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Alexandre, les voitures autonomes, c'est un sujet, c'est vrai, qui fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Et Waymo, la filiale de Google, semble bien décidée, en tout cas, à s'imposer comme le leader dans ce domaine. Vous allez nous parler de tout ça, n'est-ce pas? Exactement, Philippine. Alors, Waymo, c'est la filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, qui est dédiée aux véhicules autonomes. Et ils viennent de lever, ouvrez grand vos oreilles ce matin, 5,6 milliards de dollars. C'est énorme. Et cet investissement montre du coup à quel point ils sont décidés à accélérer leur développement de leur robotaxi, c'est-à-dire des taxis autonomes sans conducteur. Waymo est déjà présent dans des villes comme San Francisco, Phoenix. J'ai d'ailleurs moi-même eu l'opportunité de les tester à San Francisco. C'est assez impressionnant. Et l'idée de cette levée de fonds, ça va être de renforcer leur flotte de véhicules, mais aussi leur R&D. On imagine qu'effectivement 5,6 milliards de dollars, ça va les aider. À quoi vont-ils précisément utiliser cet argent? Alors, ils vont d'abord augmenter leur flotte de véhicules. Déjà, dans un premier temps, pour essayer de développer et de déployer leurs services au plus grand nombre. Waymo, en fait, est en quelque sorte dans une phase d'expansion. Ils veulent se rapprocher d'un service national, voire international à terme. Et ça, à mon avis, en Europe, on n'y est pas tout de suite. Ensuite, une grande partie de cet investissement sera dédiée à, comme on l'a dit, la recherche et développement. L'idée, ça va être de rendre leurs véhicules encore plus sûrs. Les robots taxis doivent être capables de gérer toutes sortes de situations, que ce soit la météo improviste ou que ce soit les demandes changeantes sur la route. Je ne sais pas si vous avez vu une Tesla éviter un piéton il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Tout ce ça, genre de situation. Bon, ils vont travailler dessus. D'un point de vue technique, justement, où est-ce qu'on est Waymo par rapport à ses concurrents? Alors, Waymo est, je pense, sans doute l'un des acteurs les plus avancés dans ce domaine-là, des voitures autonomes. Ils testent leurs voitures depuis des années et accumulent du coup des millions de kilomètres de data, ce qui est indispensable dans cette industrie. Ils sont aujourd'hui considérés aux États-Unis en tout cas comme les leaders, malgré le fait qu'on ait aussi des autres entreprises comme Cruise ou Tesla qui vous parlent peut-être, qui travaillent aussi sur des projets similaires. Donc on sait que la compétition, elle est bien là, ce qui montre aussi que le marché est aussi bien présent. Ce qui les distingue, pour le coup, ça va être leur expérience accumulée et leur capacité à gérer des situations complexes et expérimentées sur la route. Mais sur le plan de la réglementation, Alexandre, est-ce que tout est prêt pour un déploiement en masse, justement, de ces robotaxis? Non, pas encore, mais là, c'est le grand défi de Waymo et d'autres, d'ailleurs, dans ce secteur. C'est la réglementation autour des véhicules autonomes qui, elle, évolue très très vite. Et en plus, aux États-Unis, chaque État a ses propres lois, donc ça complique forcément la tâche pour déployer un service de manière homogène d'un point de vue national. Donc Waymo doit travailler main dans la main avec les acteurs locaux et les autorités locales pour garantir la sécurité et la conformité de leurs véhicules. Forcément, il y a encore beaucoup de travail pour atteindre une régulation nationale, sans parler des enjeux internationaux qui, là, vont être une autre affaire si Waymo veut se déployer en dehors des États-Unis. Bon, donc on le comprend, entre défis techniques, réglementaires, la compétition aussi, on comprend que la route est encore longue quand même pour un déploiement à grande échelle. Non? Oui, exactement. C'est une industrie qui est complexe, qui est coûteuse, excusez-moi, mais cette levée de fonds, elle va prouver que Waymo, pour le coup, a les moyens de ses ambitions. Je le répète encore, 5,6 milliards de dollars, c'est assez conséquent. Donc avec cet argent, ils vont pouvoir forcément se permettre de continuer à investir dans la sécurité, améliorer leur algorithme, bien sûr, et s'adapter aux demandes locales pour étendre leur service. Waymo, du coup, veut devenir le leader mondial des robotaxis et cet investissement pourrait bien sûr les aider à concrétiser cette vision. Ça c'est sûr, avancée majeure pour Waymo et sans doute d'ailleurs pour l'avenir de la mobilité sans conducteur. Merci Alexandre en tout cas pour cet éclairage. Et puis on va lancer ensemble la deuxième partie du talk. Et on continue d'échanger avec notre invitée aujourd'hui, Aude Guénaud, la nouvelle présidente d'EdTech France et fondatrice de Plume aussi. Alors, on a parlé justement de votre point de vue du marché EdTech en première partie d'émission. Aude, vous nous avez évoqué aussi les sujets qui vous tiennent à cœur. On a parlé de la place des écrans, etc. Quels sont malgré tout aujourd'hui, parce que je vous parlais tout à l'heure de ces entreprises EdTech qui viennent sur le plateau, qui nous partagent un peu quand ils vont chez psychologue, ils disent mais c'est compliqué parfois, le secteur EdTech, etc. Selon vous, c'est quoi aujourd'hui, les principales barrières à l'adoption massive, ou en tout cas plus importante, des solutions EdTech dans les établissements scolaires en France?
Alors, le principal frein aujourd'hui, c'est le sujet de l'équipement qui ne permet pas en fait aux enseignants d'avoir un accès, je dirais, serein à une salle informatique ou à une tablette ou etc. Donc ça, c'est le principal sujet. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est autour de 12% en fait des classes qui sont équipées en sujet informatique. Donc on est très loin du compte pour permettre aux enseignants de déployer des pratiques innovantes. Je ne parle même pas du sujet du Wi-Fi, qui est vraiment très très faible. La plupart des enseignants en fait qui utilisent les EdTech en fait utilisent leur propre matériel, souvent financent sur leurs deniers personnels. Donc le sujet en fait numéro 1, c'est le sujet de l'équipement. Et je suis contente de voir que les marchés comme les TNE sont des sujets qui prennent 3 volets en considération, les équipements, la formation et les solutions numériques. En effet, il s'agit de 3 piliers qui sont indispensables et qui vont absolument ensemble pour mettre en place de véritables pratiques pédagogiques innovantes. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez mentionné vouloir valoriser les atouts justement de chacun des membres d'EdTech France, et Dieu sait que c'est important effectivement. Vous avez parlé aussi de cette notion d'impact qui fait partie de vos priorités. C'est pas toujours facile de démontrer quand on démarre l'impact que sa solution elle a sur des jeunes, sur des enseignants, sur une communauté éducative, parce qu'on démarre, parce qu'on n'a pas forcément les moyens justement de travailler. Vous avez mentionné avec l'INRIA, avec le CNRS, etc. Malgré tout, certaines solutions elles changent la vie de certains enfants. Donc en fait, on assiste aussi à ces entreprises qui viennent nous voir, un discours un peu quelque part à double vitesse, en disant ça marche, mais on a besoin de fonds pour prouver que ça marche. Bien et pour sûr. Prouver notre impact. Comment vous souhaitez les aider? Eh bien, c'est pour ça que nous, on a chez EdTech France un parcours structuré, en fait, dès la première subvention. Souvent, c'est le dispositif EduUp, qui est une forme de label proposé par l'Éducation nationale, jusqu'à des passages à l'échelle, comme la bourse French Tech, etc. Notre volonté, c'est d'accompagner ces jeunes pousses vers ce qu'on appelle le scale, puisque les EdTech, comme les autres boîtes de la tech, doivent avoir des ambitions qui sont des ambitions fortes. On en a les moyens puisqu'on a des technologies qui sont extrêmement innovantes. Donc ces subventions, le fléchage en fait des expérimentations, il doit se faire. On passe d'expérimentations qui sont au début modestes, quelques classes, vers des passages à l'échelle, plusieurs régions et ensuite un passage au national. Donc ça, c'est un travail qu'on fait sous forme d'une échelle de la maturité qui a été mise en avant par le CNRS et qui nous permet en fait d'engager nos sociétés vers des passages à l'échelle qui soit structurée. Très intéressant. Je voyais Alexandre qui voulait réagir. Quel regard vous portez sur ce marché tech que vous connaissez bien aussi? Ouais, j'ai eu l'occasion de travailler au wagon que vous devez connaître. Absolument. Voilà. Non, moi j'ai une petite question par rapport aux subventions. Je sais que là, on a eu pas mal de réformes de la part de Clara Chapaz. Est-ce que ça va impacter l'EdTech d'une certaine façon? Alors là, le sujet qui est vraiment brûlant, et il y a une tribune qui est sortie hier dans les Échos, c'est les sujets de financement des jeunes entreprises innovantes, puisqu'il est question de supprimer en fait ces subventions qui, quand on fait de la recherche et développement, surtout des sujets de recherche, sont absolument fondamentaux. Pour l'instant, on est un petit peu sur le qui-vive. On espère vraiment qu'il ne va pas y avoir un mouvement de repli, puisque le fait d'investir, et je parle bien d'investissement, c'est un investissement dans l'éducation de nos enfants, c'est absolument un prérequis fondamental pour construire notre société et le futur. On ne peut pas se priver de ces investissements technologiques qui aujourd'hui nous font briller à l'international. Et est-ce que vous travaillez sur des sujets d'intelligence artificielle? Je pense à des entreprises comme Mistral AI, qui sont des entreprises françaises souveraines. Absolument, oui. Et alors, on a des étroites relations, notamment avec Scaleway, qui est proche de nous, et je pense notamment à Hachette, qui a fait le choix de la souveraineté en travaillant avec ce cloud souverain. Bien sûr, la question de la souveraineté est au cœur de nos préoccupations, notamment parce qu'on a des enjeux de sécurité, puisque nos usagers sont très jeunes. Voilà, la sécurité, et notamment au ministère de l'Éducation nationale, est évidemment centrale dans tous les dispositifs qui sont mis en place, avec des gestionnaires d'accès sécurisés, etc. Bien évidemment, toutes les données doivent être en Europe et en France. C'est tout à fait évident. Et oui, on a des étroites relations avec ces laboratoires dont je pense qu'il est absolument fondamental qu'ils soient soutenus.
absolument. Vous avez parlé effectivement du sujet du passage à l'échelle, des relations avec le public et le privé, on va y revenir dans un instant, mais il y a une autre question cruciale aussi qui est abordée régulièrement par les startups du secteur, c'est celui du financement. Vous avez parlé d'EduUp, qui est donc une subvention qui est accordée aux jeunes pousses de ce secteur par l'éducation nationale. Quels sont les... Parce qu'à un moment, ces entreprises ne peuvent pas être non plus perfusées aux subventions. Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous aviez là comme ça une baguette magique pour aider le financement des startups EdTech? Il y a un sujet de business model. Bien sûr. Soyons très clairs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un business model dans l'éducation en France? Est-ce que vous avez des idées pour améliorer l'accès au financement de ces startups? Alors, ce qui est très clair, c'est que les entreprises qui souhaitent se développer doivent avoir un business model. Il n'est pas question ici d'association, on parle de société. Et donc, toutes les sociétés doivent avoir la possibilité de générer des revenus, des recettes pour se financer. Ouais. Ça n'est pas la même chose de dire ça que de dire il y a certaines innovations qui méritent d'être financées et qui, en contrepartie, seront développées, exploitées par le ministère. C'est le cas avec EduUp, en fait. On propose le passage notamment de labels pour des dispositifs autour de l'accessibilité, et ça, c'est un enjeu fondamental. Ouais. On propose EduUp pour des sociétés qui ont déjà fait leurs preuves, où vraiment... c'est conditionné, en fait. Absolument. En fait, il y a... D'ailleurs, EduUp n'est pas versé d'un seul tenant. Il faut donner un certain nombre de livrables. Il faut montrer qu'on a réussi son passage à l'échelle. Il y a un comité scientifique qui est extrêmement rigoureux et qui est d'ailleurs assez difficile à constituer. Vous l'avez vécu. Je vous en parle, j'ai raté 3 fois EduUp. Non, c'est très compliqué. Je trouve que le ministère prend ce sujet très à cœur parce qu'en fait, ils ont une commission qui est très exigeante, commission à laquelle Oriane Ledroit siège, du reste, pour s'assurer que tous nos membres ont compris les règles du jeu. Et en effet, je veux dire, bénéficier de subventions ne permet pas de s'affranchir, d'avoir un business model et d'être une société pérenne. Et c'est une bonne chose que les pouvoirs publics cherchent à financer et subventionner des sociétés qui soient pérennes. Donc la clé, c'est aussi de renforcer quelque part la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Je pense qu'on n'y arrivera pas sans cela. C'est absolument indispensable. Aujourd'hui, on a des opérateurs qui sont très engagés, comme la Banque des Territoires, qui travaillent beaucoup sur ces sujets, le SGPI également. Le ministère et la DNE nous accompagnent. On a besoin d'un discours structuré, on a besoin de se parler et on a besoin d'avancer tous ensemble. Un autre des sujets, c'est l'expansion à l'international. C'est vrai, il y a des startups françaises qui se font racheter par des grands. Alors c'est tout ce qu'on leur souhaite, effectivement, parce que ça veut dire que ça cartonne, mais on aimerait bien qu'elles soient rachetées par des startups françaises. C'est ce qu'elles disent, en tout cas, c'est pas mon avis, mais est-ce que, enfin, en tout cas, c'est pas le sujet, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ces startups qui sont françaises, quelque part, elles restent en France d'abord, elles s'y développent et derrière qu'on puisse créer un vrai écosystème où l'écosystème entrepreneurial de l'éducation et du numérique puisse cartonner d'abord en France et en Europe plutôt que dans les Pays-Bas ou aux États-Unis. Je pense à certains noms comme Olioli, comme Lalilo, qui viennent régulièrement d'ailleurs sur ce plateau, mais qui nous disent si on avait pu avoir le choix, bien sûr qu'on serait resté en France. Oui, je dirais que faute d'un marché structuré en France, il n'est pas étonnant que ces sociétés aillent chercher un marché ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on évoquait. Les sociétés n'ont pas vocation à être subventionnées sous perfusion, et donc elles ont besoin d'un marché. Nous, ce qu'on demande en premier lieu, avant toute chose, avant des subventions, on demande la mise en place d'un cadre de marché qui soit pérenne, qui soit loyal et qui nous permette de nous développer. C'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite à ce secteur aussi, EdTech. Donc vous êtes la nouvelle présidente, Aude Guénaud. Merci infiniment d'être venue sur le plateau de l'École du Futur. On a été ravis de vous recevoir, puis on vous souhaite une bonne route aussi. Merci. Vous reviendrez nous voir régulièrement. J'espère bien. Bon, génial, l'invitation est lancée en tout cas. Merci aussi à vous, Alexandre Azria, d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours, et dès demain, dès 12h30, on se retrouve toujours dans l'École du Futur sur School TV. D'ici là, passez une très belle journée.